estimé à un financement à 80% sur le marché intérieur et 20% sur le marché extérieur. Donc nous avons nos mécanismes de financement habituels, notamment à l'extérieur avec nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux habituels, évidemment toutes les solutions sur le marché intérieur qui n'a posé absolument pas de problème, même ces 2 années en termes de crise. Maintenant, vous posez 2 questions précises, c'est à quel moment on ferait un appel, on va dire, au marché financier. J'imagine que c'est ça la question à l'extérieur et à l'emprunt national. Évidemment, ce sont des choses qui doivent être étudiées au bon moment sur les financements extérieurs. Nous avons vu d'ailleurs que courant 2021, ça a été fait au bon moment et c'est ce qui nous a amené à des résultats extrêmement importants avec, on va dire, des conditions financières extrêmement importantes et des taux de sursouscription importants, plus de 4 fois pour l'émission en dollars. Et donc c'est exactement le travail qui doit être fait en toute responsabilité de voir comment se comportent les marchés financiers l'année prochaine et d'arbitrer entre des solutions internes et externes, on va dire pour on va dire les meilleurs équilibres et les meilleures on va dire conditions pour notre financement. La même chose pour l'emprunt national. Évidemment, l'épargne intérieure est importante dans les mécanismes de financement, mais il faut que ce soit opportun pour les deux parties, que ce soit on va dire d'un point de vue du budget de l'État, mais également pour les intérêts et des épargnants. Donc aujourd'hui, nous avons, on va dire, toutes les assurances que le financement de ce programme que nous vous présentons aujourd'hui sont assurées avec les mécanismes que nous avons aujourd'hui, avec les choses que nous avons enclenchées avec nos partenaires et les opportunités supplémentaires. Pour les opportunités supplémentaires, nous sommes à l'écoute du marché, évidemment, dans les meilleures conditions, comme à chaque fois la direction du Trésor et l'ensemble des directions du ministère le font, vraiment dans des conditions importantes. Autre question donc sur la privatisation. Donc effectivement, le portefeuille on va dire, de l'État est connu. Il se répartit, on va dire, en 2 catégories. On a des actifs qui sont là, qui ne sont pas, on va dire, directement productifs ou liés directement à l'activité des établissements publics ou des sociétés d'État. Et nous avons des sociétés dans lesquelles nous sommes soit, on va dire, tout seuls, majoritaires ou minoritaires. Sur celle-là, différentes situations où nous avons atteint des maturités en termes d'exploitation, ou alors nous sommes en période, on va dire, un peu plus, je ne vais pas dire de difficulté, mais de questionnement sur une stratégie, plus la crise. Donc typiquement, on a des activités qui étaient peut-être il y a 2 ans un fleuron de l'activité, mais à cause de la crise, je ne vais pas en citer une en particulier puisque vous allez reprendre que celle-là, mais chacun va deviner ce qu'il veut, conclure ce qu'il veut. Mais en tout cas, la crise a fait qu'on a changé la donne. Vous avez parlé effectivement du rattachement de la CNSS, la CNAM et la CNOPS, etc. Le sujet de la prévention sociale, de l'assurance maladie est un sujet central pour notre pays. C'est un enjeu majeur pour nous. Il y a énormément de parties prenantes. Donc, il y a le ministère de la Santé, le sujet de la santé, toutes les actions de prévoyance sociale, beaucoup d'autres départements ministériels et d'autres forces vives en fait, du pays qui sont associées à cette réforme majeure. La CNSS est un sujet parmi les autres. Il se trouve que c'est quand même au sein de la CNSS, en plus de beaucoup, on va dire, de challenges qui sont opérationnels, qui sont des challenges de process, d'efficacité. On peut dire que l'enjeu majeur est un sujet financier, est un enjeu financier. Il y a un sujet d'allocation, en fait, d'ALM, où il faut avoir une adéquation entre un passif qu'il faut gérer sur des durations longues et un actif à gérer. Et donc l'arbitrage qui est fait, c'est que le ministère de l'économie et des finances a les outils, a les compétences et les expertises pour faire face à ce challenge en fait
on va dire, des financements au sein de la CNSS et surtout de cette allocation. Donc ce n'est pas la CNSS qui va dessiner toute la stratégie de la protection sociale, c'est un ensemble, c'est un élément clé, il est au cœur du dispositif, mais il est entendu que nous aurons la responsabilité que nous avions déjà, parce que le ministère des Finances a toujours été un partenaire fondamental de la CNSS, mais disons d'être un peu plus au cœur de cette ALM qui est fondamentale, parce que les engagements qui sont pris sont des engagements à moyen et surtout à long terme, et il est important d'avoir cette vision à long terme sur ça. Sur la progressivité de l'IS, c'était, on va dire, plus une innovation locale, mais je veux dire, on a de la progressivité, mais on doit revenir, et c'était une recommandation de la loi cadre sur la fiscalité, conformément aux meilleurs benchmarks internationaux sur la proportionnalité. La progressivité, c'est quelque chose qui marche avec de l'impôt sur des revenus, pas sur l'impôt sur les sociétés, et donc il était temps en fait qu'on revienne à cette mesure, pour aller vers une mise en œuvre, on va dire, progressive de la fiscalité. Vous avez parlé également de l'élargissement de l'assiette et de l'informel. Il y a énormément de travail de préparation à faire ça. Évidemment, le CPU est une solution. Il y a énormément de discussions. Beaucoup de gens sont dans l'informel, et je veux dire qu'ils ne le sont pas tous par choix. Alors ceux qui le sont par choix, je pense que l'administration aussi des impôts l'a bien compris, c'est son travail, et elle va améliorer, on va dire, la chasse à la fraude et l'amélioration des systèmes d'alerte. Il y a énormément d'investissements dans les systèmes d'information, je pense dans du data analytics, c'est une chose, mais partons du principe de bonne foi que beaucoup de gens ont intérêt à sortir de l'informel. D'abord parce que ça les a précarisés, et la crise les a précarisés. Quand le gouvernement a mis en place, l'État a mis en place des mesures d'accompagnement, beaucoup n'ont pas pu en profiter, pas parce que l'État a dit non, mais parce qu'ils n'avaient pas les structures pour. Donc la crise a probablement donné, on va dire, encore plus envie et mis en valeur le fait que l'informel n'est pas la solution. Et donc c'est pour ça qu'on commence, on va dire, par simplifier ce CPE. Il faut qu'on l'explique aux gens. Nous avons commencé un travail, nous devons continuer à le simplifier, à le rendre accessible, et c'est celle-là la mesure la plus importante pour on va dire, élargir l'assiette. Donc je répète, nous ne sommes pas là pour dire les gens ne veulent pas tous payer l'impôt, il faut qu'on le facilite, c'est extrêmement important, mais avec ça, nous élargissons les recettes pour redistribuer en vue de la protection sociale. D'autres questions concernant les 250 000 emplois. C'est un sujet extrêmement important et une priorité absolue pour nous tous. Nous avons vu, en fait, encore une fois, on va dire les conséquences de la crise, mais au-delà de ça, je pense qu'il est important, et un chiffre qui est extrêmement important, c'est le taux d'emploi, le taux de chômage, et tout particulièrement celui des jeunes. Nous atteignons des chiffres importants sur l'emploi des jeunes. Il était important qu'on ait une mesure concrète pour pouvoir on va dire, créer des conditions pour qu'ils s'intègrent dans le marché du travail. Et donc ces 220 000 emplois vont arriver sur les 2 années, 2022 et 2023, via des travaux, en fait, des petits et grands travaux, essentiellement évidemment donc, les parties infrastructures, mais pas seulement. Il y a énormément d'autres initiatives sur beaucoup des départements productifs. Donc 125 000 emplois dès l'année 2022 avec une enveloppe de 2,5 millions. Donc ça va permettre de l'emploi du jeune, de créer également de la demande, et on espère créer des vocations en fait pour l'entrepreneuriat. Sur la PME et TPME, peut-être qu'elle n'est pas lisible dans la présentation que je fais, mais énormément de choses sont faites pour la TPE et la PME au Maroc, puisqu'effectivement, c'est, on va dire, le vivier d'entreprise sur lequel d'abord on compte et sur lequel on pourra compter à l'avenir.
Donc, vu la taille moyenne de nos PME, la solution Intalaqra est déjà dédiée à ces PME, TPME. Je veux aussi dire que dans tous les départements productifs, en fait, il y a des programmes spécifiques aux PME et c'est important que ce soit fait également au niveau sectoriel parce qu'il faut comprendre l'écosystème de chacun et accompagner. Donc, il y a des mesures d'accompagnement au sein des départements sectoriels, sans compter, et je pense que l'avoir dit rapidement, mais je vais le répéter, que le Fonds Mohamed VI pour l'investissement accordera, on va dire, une place toute particulière aux PME et TPME, s'agissant de leur fiscalité. Aujourd'hui, hélas, très peu contribuent à l'IS, et ce qu'on veut, c'est qu'elles gagnent de l'argent pour pouvoir en payer, et globalement, ils sont à un taux de 10%. Sur l'inflation, vous me demandiez des pronostics sur les 3 prochaines années. Si je savais faire ça, ça se saurait. Non, voilà. Par rapport aux matières premières. Mais ce que vous disiez aussi, c'est que nous avions l'air à l'aise. En tout cas, on ne prend pas ce sujet à la légère. C'est-à-dire, on ne balaye pas en disant que ça sera 1,2% de l'inflation. Donc, ce sont des calculs qui ont été faits, évidemment, avec des expertises internes qui ne sont plus à démontrer, en s'appuyant sur toutes les études à l'international. C'est vrai que la flambée actuelle des matières premières et le panier, on va dire, des ménages donne une perception effectivement que ce n'est pas soutenable, mais nos calculs à l'heure actuelle nous permettent de rester sur ce taux de 1,2% d'inflation. Sur les 30, donc les 15 milliards, ils sont là, évidemment, vous le savez. Sur les 30 milliards, donc il y a des discussions avec des partenaires bilatéraux à l'international qui sont intéressés par la démarche du pays. En revanche, sur, on va dire, de l'argent, on va dire, privé, qu'il soit étranger ou marocain, nous sommes au stade des discussions parce qu'il faut ajuster la structuration, on va dire les ambitions, les secteurs et l'horizon temporel. Donc, nous sommes en train, donc, il y a de l'appétit pour ce fonds parce qu'il y a besoin d'investir. La croissance n'existe pas partout, donc il y a des véritables opportunités. Donc nous sommes, on va dire, optimistes sur les 30 milliards, si c'est ça votre